Je viens d'une région où il pleut, alors d'habitude c'est le contraire. J'habite à Montpellier. Ce matin c'était le déluge. Alors à Montpellier, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Je suis enseignant responsable d'une licence qui accueille des jeunes depuis la première année qui sont intéressés par le métier d'enseignement de l'éducation. Et donc sur les 3 premières années, L1, L2 et L3, on leur donne la possibilité de réfléchir, de s'informer, de se former autour des principales problématiques éducatives pour le métier des carrières éducatives, pour l'enseignement, pour le métier de CPE, pour le métier d'éducateur spécialisé, moniteur éducateur, de JE. Et donc on a une cohorte très puissante d'étudiants qui vont pour la première fois rentrer à l'ESPE l'année prochaine. Donc on va voir ce que ça donne des étudiants qui sont formés 3 ans aux problématiques éducatives avant de rentrer à l'ESPE. On ne sait pas. Je suis chercheur sur des contingences pédagogiques. On n'est pas nombreux à faire ça. Je travaille en particulier autour d'une compétence professionnelle qui est la prise en compte de la diversité des élèves. Et donc, comme prisme d'entrée, je m'intéresse aux pédagogies de la coopération, au pluriel, en essayant de voir en quoi les innovations pédagogiques basées sur la coopération peuvent justement permettre de répondre de manière très pratique à cet enjeu central qui est la gestion de l'hétérogénéité dans les classes. Et on travaille en particulier sur le fait d'orienter cette recherche de prise en compte de la diversité sans ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire sans dire à des élèves qui auraient été identifiés comme étant, je ne sais pas trop ce terme-là, mais en difficulté, bah, écoute, sur le temps scolaire, on t'a identifié comme étant en difficulté, c'est en dehors du temps scolaire et en dehors de ton groupe d'appartenance qu'on va te proposer des choses pour voir si ça peut éventuellement te servir. Donc on évite ces phénomènes-là qui ont été identifiés depuis très longtemps comme étant source d'évalorisation. Le terme un peu technique, c'est source de développement du sentiment des compétences. Et on essaie de creuser cette idée que l'organisation de la coopération est une piste pertinente pour justement faire en sorte que la classe soit autre chose qu'une machine à sélectionner les élèves. De formation, je suis prof d'école. J'ai enseigné dans un établissement d'un projet spécifique pendant 13 ans, dans un quartier très défavorisé de la ville de Montpellier, c'est le quartier de la Pléiade. Alors il y a plus ce nom-là, parce que on a pensé qu'en changeant le nom, ça changerait le problème. Donc il s'appelle Mosson, mais non, c'est la même configuration. Le fait de changer de nom, l'identité ne joue pas sur la misère sociale malheureusement. Donc j'ai enseigné dans une école primaire un projet spécifique. Le projet était vraiment spécifique puisque dans une école à 11 classes, on avait 24-25 élèves en moyenne par classe, on avait des classes uniques. C'est-à-dire des élèves du CP jusqu'au CM2. Ça parle plus, là, cette réalité-là, aux profs d'école qu'aux profs de collège-lycée. Mais ça s'appuie au départ, ça s'appuyait sur cette idée qui émanait de la tête du ministère que les élèves qui rentraient au collège et qui obtenaient les meilleurs scores aux évaluations nationales de l'époque, par intermédiaire d'un logiciel qui s'appelait Casimir, étaient ceux qui sortaient des classes uniques. Les classes uniques rurales en particulier, puisque les classes uniques urbaines, il y en a pas beaucoup. Et quand on est arrivé dans cette école, on était pas mal de jeunes à sortir de l'UFM de Montpellier. Les enseignants qui nous ont fait venir, qui étaient là et qui commençaient à essayer de changer un peu les choses, ils avaient monté des classes de cycle 3. C'est-à-dire CM2, CM1, CM2, ancienne classe de cycle 3. Et
l'idée c'était de lutter contre les phénomènes de violence au sein de l'école, parce que à chaque fois qu'il y avait une récréation, à chaque fois qu'il y avait un retour de la maison, il fallait 2 à 3 quarts d'heure pour calmer les élèves en classe. Donc vous multipliez ça 3 fois dans la journée, par le nombre de journées, ça fait quand même des périodes assez longues où on fait autre chose que de travailler sur les savoirs scolaires. Même si c'est utile, hein, mais c'est pas ça. La deuxième réalité quand même qui était très préoccupante, c'était le fait que sur une cinquantaine de CM2 qui rentraient dans le collège de secteur, chaque année il y en avait entre 20 et 25 qui savaient, qui étaient profondément analphabètes. Et ça, le collège du secteur, il les prenait, il attendait qu'ils avaient 16 ans, et puis après c'était terminé pour eux. Donc voilà, on s'est appuyé sur cette histoire du multi-âge, d'abord sur les classes de cycle 3. En 2 ans, on a réglé le problème des incivilités et puis le problème de l'accès au sens de la lecture fluide. Et ensuite, le problème s'étant répercuté sur les classes de cycle 2, on a dit qu'on va essayer de faire ce grand pari, de se lancer dans cette aventure du multi-âge extrême, c'est-à-dire des enfants de 5 ans jusqu'à 12 ans. Et le projet s'est arrêté en 2010, parce que politiquement il ne nous est pas trop. Parce que un certain nombre de personnes de l'équipe, dont moi, on avait d'autres projets professionnels. Moi je suis parti à l'université, mon collègue est parti à la retraite, une autre est partie sur l'île de la Réunion, enfin voilà. Et donc, quand les projets ne tiennent pas sur les personnes qui s'en vont, ça a pour conséquence que les projets s'arrêtent. Voilà, surtout si ce n'est pas entretenu par l'institution. Ce projet-là, il a été suivi par la CARDI, ça ne s'appelait pas la CARDI, ça s'appelait la cellule d'innovation et d'expérimentation du rectorat à l'Académie de Montpellier. Et donc on a pu, par cet intermédiaire-là, sur une dizaine d'années, pouvoir observer tous les bienfaits que ce type d'organisation pédagogique par le multi-âge pouvait avoir sur les performances scolaires des élèves. Alors l'idée était un peu saugrenue au départ, c'est que pourquoi on ne n'est pas resté à des classes de cycle, c'est-à-dire des enfants, des écarts d'âge de 2 ou 3 ans. Il y avait une pulsion en nous qui était de vouloir faire la classe. Et donc, on s'était aperçu, je me souviens, au bout de 3 ans, la classe de cycle 3, on s'était attrapé en train de faire une leçon devant la classe parce que les élèves, ils étaient bien, donc ils acceptaient le fait d'attendre pendant 1 heure que le maître fasse sa leçon. Sauf que assez rapidement, on a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur leur apprentissage. Donc on s'est dit comment on peut faire pour nous contraindre de ne pas faire classe, ou tout du moins de ne pas le faire autant. Et donc la réponse a été d'augmenter au maximum l'hétérogénéité pour faire en sorte que le travail des élèves s'appuie plus sur un engagement autonome et responsable que sur les impulsions qui pouvaient être apportées systématiquement par les adultes. Donc voilà d'où je parle. En tant que chercheur, j'ai la possibilité d'accompagner un certain nombre d'équipes qui maintenant développent soit le multi-âge, soit les classes coopératives dans le second degré. Et donc ça me donne la possibilité de pouvoir étudier les effets d'un certain nombre d'organisations pédagogiques sur ce qu'en font les élèves. Et ce qui m'intéresse entre autres, c'est, souvent je le résume comme ça, c'est à qui profite le crime dans une classe coopérative. C'est-à-dire, c'est bien beau d'organiser une classe avec la coopération, mais si on s'aperçoit au final que ce n'est qu'une petite tranche des élèves qui en profitent, c'est pas meilleur qu'une autre organisation pédagogique. Et donc, à la limite, pourquoi s'embêter? Et donc, ce qu'on recherche, ce qu'on observe, c'est d'essayer de voir, de créer des corrélations entre les organisations pédagogiques et puis la démocratisation des apprentissages. Au niveau méthodologique, outre tout ce qu'on fait au niveau qualitatif, au niveau quantitatif, ce qu'on fait, c'est des approches épistémologiques qui sont assez courantes, c'est-à-dire on fait passer aux élèves des pré-tests et des post-tests sur des périodes des enfants de 9 mois, donc septembre, mois de mai, mois de juin, et on regarde qui a progressé chez les élèves, chacun des élèves. Et ensuite, ça nous permet de faire des liens avec les choix pédagogiques des équipes d'enseignants.
exemple, là, on s'est intéressé avec une équipe sur le plan de quelque chose dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est l'introduction du plan de travail en lycée. Et on essaie de voir si le plan de travail, comme il le prétend théoriquement, est véritablement un outil qui fait apprendre toutes les catégories d'élèves dans une classe. Et a priori, c'est pas aussi mécanique que ça. Il ne suffit pas de mettre un plan de travail pour que de suite il y ait ces effets-là. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé de venir travailler avec vous, c'est pas cette dimension-là, autour de l'organisation de l'individualisation, c'est sur la coopération entre élèves. Donc qu'est-ce qui se joue derrière ça? Mais si Jacques a travaillé avec vous ce matin, pour le coup, je ne sais pas pourquoi je viens, parce que certainement que tout l'essentiel a été dit. On a eu la chance de travailler avec Jacques et puis d'autres collègues au sein d'un groupe animé par Jean-François Vincent et Caroline Velchef dans la cellule de climat scolaire. Et la finalisation de notre travail, ça a été la publication d'un livret qu'on appelle le Memento Coopération. Je ne sais pas si vous avez eu accès, je ne sais pas si tu en as parlé ce matin, je vous le montrerai tout à l'heure. Et le principe de ce Memento Coopération, qui est formellement adressé aux enseignants du second degré, c'était de mettre à disposition non pas des repères théoriques, c'est-à-dire tout un tas de bibliographies, mais de mettre à disposition des pratiques de classe pour répondre à ce besoin élémentaire. Ok, je suis intéressé, mais comment je peux faire? Comment c'est possible? Je pense que c'est peut-être un peu moins la culture du second degré que dans le premier degré. Mais encore. Donc voilà, en fonction du temps. Alors on a jusqu'à quelle heure? 16h normalement. Ok. Ok. Ah oui, donc ça va aller vite. Donc on va se centrer sur la coopération entre élèves. On va faire un petit détour par les concepts pour essayer de voir, pour essayer d'étudier un peu les différentes formes de coopération entre élèves. Et donc on ne parlera pas de la coopération entre adultes, qui est aussi un autre chantier extrêmement passionnant. Mais si on en fait trop, au final, on le fera. Alors, on va introduire une première règle. Peut-être qu'on en introduira d'autres dans l'après-midi. J'accepte de ne pas être prioritaire dans la parole. Ça veut dire que si vous avez quelque chose à dire, vous manifestez. Il y a des micros. Vous prenez la parole, vous exprimez ce que vous avez à dire par rapport à ce que je raconte. Une question, une interrogation, un désaccord, un témoignage. Méfiez-vous parce que si vous n'avez rien à dire, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je peux parler pendant longtemps. Je suis enseignant, mais je suis enseignant en amphi. Donc sur les cours de 3 heures ou de 4 heures, il faut avoir du volume. Donc ça c'est mon quotidien. Donc là on a 1h30, un peu plus. Donc méfiez-vous et autorisez-vous à m'arrêter ou à vous manifester pour revenir sur un point. Ça va? Juste pour info, qu'est-ce qui est prof d'école? Super. Qu'est-ce qui est prof de collège? Prof de lycée? Quelques-uns. Est-ce qu'il y a des conseillers pédas? Conseiller pédas prof d'école, très bien. Qui c'est qui passe le CAFA? La CAFA, pardon. 2 personnes, c'est tout. Bon courage. 3 personnes. 3 et demi, très bien. Bon courage. Les membres des RAZEN, c'est là. Les membres des RAZEN. Des corps d'inspection. 3 personnes. Des personnes qui sont retraitées. Ah, ça m'arrive souvent d'oublier des personnes retraitées. Est-ce que j'ai oublié d'autres? Oui. Lycée professionnel. Oui, quand j'ai dit lycée, pardon, lycée professionnel, d'accord. Et les chefs d'établissement, oui. Ah, attendez, on fait. 3 chefs d'établissement? D'accord. Soyez bienvenus. Donc, sur l'histoire de la coopération, je mets ce
ce texte-là. Vous savez d'où ça vient, ça? À ceux qui préparent le concours. C'est le Code de l'éducation, c'est l'article L111.1. Donc, c'est un article qui date de 2007 et qui place donc la coopération comme étant favorisée, suscitée par l'éducation nationale pour ses élèves. On a des textes plus récents, par exemple celui-ci. Ce sont deux extraits du socle commun de 2015, où il y a donc 5 domaines, et sur les 5 domaines, il y en a 2 qui font de manière explicite référence à l'organisation de la coopération entre eux. Après, il y a d'autres formes de coopération avec les parents, avec les partenaires, au sein de l'équipe, et on se centre sur la coopération entre eux. Alors, avant de parler un peu plus de la coopération, je vais vous faire écouter un peu ce qu'en disent les élèves. C'est ça quand même l'essentiel. Qu'est-ce qu'en font les élèves? Donc ça va être court, ça va durer 2 minutes, 3 minutes, je crois, maximum. Juste pour info aux personnes qui filment, je n'ai pas les droits pour que ça soit sur Internet ou des choses comme ça. Alors, vous allez voir des collégiens et des écoliers. Ce sont des collégiens et des écoliers qui font partie de classes coopératives. C'est-à-dire qu'ils ne découvrent pas ça comme un projet pédagogique. Ils découvrent ça comme ils connaissent la coopération comme un mode de travail tout à fait ordinaire. D'accord? Alors voilà des exemples de témoignages qui sont issus d'entretiens de recherche sur des extraits. Je ne vais pas écouter la totalité parce que c'est rébarbatif. Donc on voit bien qu'on est dans une conception très particulière de l'organisation de la coopération. Cette conception-là, on l'appelle une conception européenne, qui ne s'oppose absolument pas, mais qui se distingue de manière importante des conceptions dont on a beaucoup entendu parler, qui sont les conceptions nord-américaines. C'est-à-dire que les formes coopératives qui sont organisées, que l'on étudie dans les classes, sont directement au service du rapport au savoir. Là où des travaux comme ceux de mon collègue Jim Angle, de Marie-France Daniel, développent la coopération comme étant au service du développement d'un certain nombre de valeurs humanistes. Pour le dire autrement, ce qui nous intéresse derrière l'organisation de la coopération, c'est le fait que les élèves apprennent. Et apprennent ce qui est spécifiquement indiqué par les programmes de l'éducation nationale. On ne se soucie pas, même si ça a des effets, de la formation de l'adulte de demain. On n'organise pas la coopération pour autre chose que le socle commun, les programmes de l'école. Si derrière il y a des effets, des conséquences qui sont politiques, qui sont éducatives, qui sont philosophiques, qui sont sociétales, tant mieux. Mais ce n'est absolument pas l'objectif cherché en premier. Et donc tout ce que vous allez voir, des supports théoriques ou des outils de classe que je vais vous montrer, sont à chaque fois orientés vers cet objectif qui est de faire en sorte que les élèves, lorsqu'ils passent à l'école, ils en profitent de tout ce temps passé pour développer ce qui est indiqué par la nation française. Une autre différence aussi, c'est que la coopération n'est pas organisée au service du climat scolaire. C'est-à-dire que les enseignants qu'on accompagne ne mettent pas en place ces formes coopératives pour que les élèves s'entendent bien, pour qu'il y ait moins de conflits, pour que l'enseignant soit plus tranquille, pour que la classe soit pacifiée, c'est souvent une expression qu'on entend. Si ça vient, très bien. Le souci, c'est qu'on voit très souvent qu'une classe coopérative n'est absolument pas une classe pacifiée. Ce qui soulève plein de questions. Parce que, je pourrais vous montrer des exemples avec des vidéos tout à l'heure, mais
il ne faut pas s'étonner que si on passe d'une classe, alors c'est Frédéric Pernoud qui parlait de ça, des classes impositives, c'est-à-dire des classes où l'essentiel de l'information vient de la part de l'enseignant, à une classe coopérative, c'est-à-dire où il y a une forme d'horizontalité dans la construction des apprentissages, il ne faut pas s'étonner que si on ouvre la coopération, il y ait davantage de désordre dans la classe, pour une raison précise, c'est qu'il y a davantage de liberté. Et donc, qui dit davantage de liberté, dit une autorisation donnée aux élèves de parler entre eux, dit une autorisation donnée aux élèves de se déplacer, dit une autorisation donnée aux élèves de choisir avec qui ils veulent travailler, y compris avec celui que l'enseignant n'aurait jamais choisi pour être son partenaire de travail. Et donc c'est la raison pour laquelle les enseignants qui trouvent ça chouette, à la mode, prescrit. Le danger maintenant c'est que c'est prescrit en fait. Mettre en place des formes coopératives, alors nous comme on dit chez nous, c'est ils le mettent en place en short, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils le mettent en place sans formation, sans préparation, ils le mettent en place parce qu'on leur a demandé, parce qu'ils trouvent ça bien. Mais qui ne se soucie pas de tout le background derrière pédagogique et didactique qui doit être mis en place en même temps qu'on ouvre tous ces espaces de liberté, ces mêmes enseignants se retrouvent quasiment du jour au lendemain avec une classe qui pour le coup devient ingérable. Parce que le niveau de désordre est tellement élevé qu'il n'est plus possible, sauf à changer de classe ou changer d'établissement, de retrouver des conditions pour qu'il y ait un minimum de discipline dans la classe. Donc, je vais le dire autrement, de manière encore plus caricaturale, si on n'est pas bien dans son métier, si on n'est pas bien avec les élèves, si on ne se sent pas à l'aise dans la pédagogie, surtout, pas de coopération. L'autre jour, j'ai un étudiant qui m'a dit oui, pour faire de la coopération, il ne faut pas être un branquignol. Un branquignol, chez nous, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un branquignol, c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, quoi. C'est quelqu'un qui se cherche beaucoup. Alors oui, quand on est en pédagogie, on se cherche beaucoup, mais là quand même. Alors il y a dans les écrits, il y en a beaucoup de Célestin Freinet, il y a une métaphore qui reprend cette idée-là, c'est la métaphore des mains. C'est-à-dire, quand on veut en pédagogie se lâcher les mains, c'est super, mais il y a une précaution d'abord à avoir. C'est d'être sûr que les pieds touchent le sol. Sinon, on se ramasse. Il y a une autre métaphore qui est celle de l'escalade, c'est-à-dire que quand on fait un peu d'escalade, sauf si on est surdoué, un expert, il y a un principe, c'est le principe des 3 appuis. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas 3 appuis assurés, il vaut mieux pas en enlever un. Là, c'est la même idée en fait. C'est-à-dire, si on ne se sent pas bien dans la relation aux élèves, si, c'est vraiment risqué de mettre en place des formes coopératives. C'est-à-dire que derrière, à chaque fois qu'on ouvre des espaces de liberté, on est un petit peu contraint, mais je dirais c'est plus une posture professionnelle, que de prévoir un certain nombre de garde-fous qui vont permettre un exercice serein de ces mêmes libertés. Sinon, le fait d'autoriser les élèves à parler conduit à ce que la classe devienne un véritable capharnaüm. Le fait d'autoriser les élèves à choisir leurs copains conduit à ce qu'il y ait des phénomènes de harcèlement qui apparaissent dans la classe. Vous voyez ? Donc c'est pas si évident que ça en fait. Le législateur, de mon point de vue, il a bien fait que d'orienter les enseignants vers la coopération. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça ne suffit pas de le demander. À un moment donné, il y a besoin aussi qu'il y ait une préparation, une formation, un accompagnement, pour qu'il n'y ait pas ce que René Lafitte appelait l'effet élastique. L'effet élastique, c'est ce qu'on fait lorsqu'on se sent bien, c'est-à-dire, voilà, je veux innover. Dans les carrières, on connaît bien ça. Hein. Les enseignants qui disent, allez, j'y vais. Cette année-là, je me lance dans les classes sans notes. Je me lance dans les tablettes avec mes élèves. Et donc, par rapport à ce que je sais faire, l'élastique qui me relie justement à ces pratiques-là se tend progressivement. Mais si je vais trop loin, il peut se passer 2 choses. La première, c'est l'élastique casse. Alors là, c'est terrible. Et malheureusement, on en connaît des enseignants qui se sont lancés dans des formes d'innovation pour eux.
et puis ensuite qui ont démissionné. Tellement c'était difficile. Ou qui se sont mis en longue maladie, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et puis il y a ceux pour qui l'élastique ne casse pas, mais qui sont, par la tension du fil, sont tirés en arrière, et quand ils recommencent à faire classe, ils le font en disant dans la salle des profs, la coopération, je ne veux plus en parler, je veux plus entendre parler, ça ne marche pas. Et donc quand ils sont face à des élèves, ils utilisent des méthodes pédagogiques qui sont antérieures pédagogiquement à celles qu'ils avaient avant de se lancer dans l'innovation. Ce qui est terrible en fait. Puis après sur les réseaux sociaux, c'est du langage et du vocabulaire réactionnaire, c'est... voilà. Donc, méfions-nous de cette image-là un peu mirifique et féerique de la coopération, parce que c'est un leurre. C'est véritablement un leurre. Et à force d'accompagner les enseignants qui se sont pris des tartes par la figure en essayant de mettre en place ces choses-là en short, on se dit méfions-nous. Donc je vais faire aujourd'hui avec vous que vous calmez en fait. En disant ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Ça vous va ça? C'est précis. Si vous dites rien, là, je continue. Alors, une première façon de repartir en short, c'est de s'appuyer sur des ressources qui existent déjà, parce que la coopération, on parle d'innovation, mais c'est franchement pas nouveau. Les premières formes coopératives en coopération, elles sont tellement vieilles qu'elles n'ont jamais été identifiées. D'ailleurs, si vous voulez créer un mouvement de panique au prochain repas familial, vous demandez qui a inventé l'école. Alors bien sûr, on va vous répondre Charlemagne. Donc c'est pas du tout Charlemagne qui a inventé l'école, bien évidemment. C'est identifié, les premières formes scolaires ont été identifiées chez les Sumériens, c'est-à-dire en 4000, 4000 avant Jésus-Christ. Il est fort à parier que les Sumériens utilisaient déjà des formes coopératives pour travailler avec leurs élèves. Ça paraît évident, en fait. Après, ça a été théorisé à partir de la fin du XIXe siècle, pendant une majeure partie du XXe siècle, et puis là, ça revient en France, en tout cas, parce que dans les textes de prescription pour l'activité enseignante, il y a des ordonnancements, mais c'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau, en fait, c'est un peu le recul qu'on peut avoir par la recherche sur les effets de la coopération. Ce qui est nouveau, c'est peut-être un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les précautions qu'on a tout intérêt à prendre avant de mettre en place de la coopération. Parce que, tout du moins dans les laboratoires de sciences de l'éducation, on est assez au clair sur cette idée qu'en 2016, il ne suffit pas de dire quand on est enseignant je fais telle pédagogie, et on peut toutes les citer, hein. Je ne parle pas d'une pédagogie en particulier, hein, pour faire du bon boulot. Même si on est dans les canons de cette pédagogie. Le fait d'enseigner est beaucoup plus complexe que ça, et en plus aujourd'hui on a un peu de recul et de distance par rapport à ça pour voir que des enseignants qui étaient dans des pratiques reconnues de pédagogie identifiée ne produisaient pas sur leurs élèves cette fameuse démocratisation de l'apprentissage qu'on recherche tant. Donc c'est pas si facile que ça non plus. Donc en tout cas, la première façon de prendre des précautions, c'est de s'appuyer sur un certain nombre de patrimoines. Bon, j'ai mis des extraits ici. Hein. Les mouvements pédagogiques sont très prolixes. Là, c'est le matériel qui est mis à disposition des classes du premier degré par le mouvement qui s'appelle l'Office central de la coopération à l'école, le CCE, qui a travaillé avec des spécialistes de la coopération pour créer, donc c'est cycle 1, cycle 2, cycle 3, des agendas coopératifs, ce sont des agendas scolaires, et dans lesquels les élèves se voient proposer un certain nombre d'éléments de formation à l'agir coopératif. Donc celui de cycle 1, c'est un agenda collectif, c'est un agenda de classe. Celui de cycle 3 est un agenda par élève. Voilà. Et ensuite, à charge de chacun des élèves et des enseignants de convoquer les activités qui sont proposées. Le mouvement Freinet, l'ICEM aussi, met à disposition des ressources qui s'appuient sur le patrimoine de la coopération dans le mouvement Freinet. Donc là, j'en mets deux. Un ouvrage qui a été corrigé
rédigé par François Ménaez, qui est un spécialiste de ces questions-là. Et puis un fichier qui est à l'adresse des élèves au cycle 3 pour qu'ils puissent devenir à leur tour, et par justement les espaces de liberté dont ils disposent, des vecteurs de coopération. On pourrait, je ne l'ai pas mis là dans le diaporama, mais on peut rajouter aussi en matière d'agir coopératif tout ce qui est proposé par un mouvement qui s'appelle l'Axas. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou si c'est présent dans vos régions. C'est un mouvement qui propose des activités de soutien pour les enseignants et qui développe la coopération menée par une pratique très spécifique qui est celle de la philosophie avec les enfants, qui est une forme aussi identifiée de coopération. Et d'autres. Alors du coup, je ne sais pas si au GFEN, Jacques, tu pourras dire s'il y a des ouvrages sur la coopération. Donc une première façon, c'est ça. Une deuxième façon, c'est d'être au clair sur les concepts. Et de savoir un peu de quoi on parle lorsque on identifie la coopération entre élèves. Alors, vous allez voir que les travaux théoriques de conceptualisation sur la coopération entre élèves ne sont pas les mêmes que ceux qui ont lieu sur la coopération entre adultes. Dans la coopération entre élèves, on retrouve très souvent ces quatre notions-là. Aide, entraide, coopération et tutorat. C'est des choses qu'on entend pas. Alors une fois, avec les étudiants ou avec les enseignants en accompagnement, je leur donne des mots comme ça et je leur demande de faire la différence, mais ce sont des parfaits synonymes. Alors vous, je vais vous demander de faire la même chose, mais là, il n'y a pas de synonyme. C'est-à-dire qu'il y a réellement des distinctions entre chacune de ces notions. Donc je vais vous laisser combien vous êtes fort après la conférence de Jacques ce matin. Je vais vous laisser 3 minutes. Vous avez le droit de coopérer. Et le principe, ça va être d'essayer soit de définir chacune de ces notions, soit de les distinguer. D'essayer de les distinguer. Alors vous allez voir, c'est facile. 3 minutes, c'est facile. Moi, il m'a fallu 5 ans. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a des propositions? Super. Alors vous avez la chance de lever la main, parce que je suis toujours plus indulgent avec les premiers. Est-ce qu'on vient le micro? Alors on vous écoute. Le tutorat, c'est peut-être, comme on l'a vu dans la vidéo, celui que l'élève peut se déplacer à l'intérieur de la classe, selon le but de le faire. La coopération, ça pourrait être le principe du travail en groupe, et en fait, c'est le phénomène, c'est ce qui se passe à l'intérieur du travail en groupe, c'est-à-dire les élèves qui, à travers une réflexion collective sur des objets, peuvent s'apporter des différents cas avec eux. En fait, le mot coopération, c'est la répartition de rôles qui peut évoluer, ou secondaire, on dit voilà, tel élève va avoir tel rôle, et puis demain, on aura un autre. Donc, on coopère chacun pour une compétence à faire, une fonction à réaliser. À l'intérieur de cette coopération égalité, le tutorat, c'est quand le professeur, l'élève un peu solide qui est disponible s'il a fini à droite. Et l'aide, ça peut être ce qu'on appelle le tout. C'est-à-dire l'enseignant qui va donner un indice, tiens, en fait, à quoi vous avez réfléchi, vous avez vu ça dans cette classe. Super. Donc, du coup, je n'ai pas bien compris la différence que vous faisiez entre de l'entraide et de la coopération. La coopération, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on met les élèves en niveau, on donne des rôles à chacun, donc ils se donnent des rôles en compétence, on avait, comme je disais, les moments, ils sont faire ça, qui sont dans un objectif final, des rôles à attribuer, qui sont en coopération pour arriver ensemble à un objectif final. Et dans ces objectifs finaux, ils peuvent s'entraider, et c'est là parce que quelqu'un est associé à une tâche informatique. Donc l'entraide, ça serait une opérationnalisation de la coopération. Oui. D'accord. Super, merci. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Tout le monde est d'accord. Ah, allez-y. Donc la coopération, ça serait pour des groupes plus importants. Le tutorat, ça serait même pour des binômes, c'est ça? D'accord. Ok. Super. Allez-y.
Nous, c'était plutôt dans la relation pédagogique, l'aide et le tutorat, on est plutôt dans une relation asymétrique, et l'entraide et la coopération, une relation symétrique. C'est-à-dire que l'aide et le tutorat, il y a un expert qui va aider de la même manière que dans l'aide, il y a un aidant et un aidé. Donc il y a quelqu'un qui est porteur d'une connaissance ou d'une compétence et qui va la mettre au service de l'autre pour viser l'autonomie. Alors que dans l'entraide et la coopération, ils sont au même niveau. C'est-à-dire que ce sont deux élèves qui vont essayer de travailler ensemble vers un but qui a été fixé. Voilà, vous introduisez une nouvelle caractéristique, c'est la dissymétrie par rapport au savoir. Il y a des formes où il y a de la dissymétrie, une sorte de verticalité. Donc le tutorat, c'est un peu comme les péages de primaire. C'est ça, c'est ça. Je peux vous poser une question qui tue? Mais parce que le problème, dans ce que le fait d'introduire cette notion de dissymétrie, ça me semble intéressant. En revanche, si on le place comme ça voudrait dire que de l'aide et du tutorat, c'est pas de la coopération. Bon, merci. Non, c'est Oui. ce que je connais parce que moi, justement, dans les classes, on les forme à la relation d'aide. Oui. Mais la relation d'aide à autrui, c'est-à-dire aux soignants soignés. Oui. Donc c'est pour ça que peut-être que j'ai... Mais ça, c'est pas de la coopération, ce que vous décrivez? Comment? Est-ce que c'est pas de la coopération, ces situations-là, d'aide? La relation d'aide aidant-aidé, Oui. il y a la coopération vers un but commun et l'autonomie de la personne, mais quand ils se placent en tant qu'aidants professionnels, ils ont une compétence à faire valoir. Et souvent, ils sont en manque d'identité justement professionnelle D'accord. par rapport à cette compétence. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Geneviève? Oui, moi je voudrais dire que très souvent mon mari me demande de l'aider dans des domaines où je ne lui connais rien. Mais j'accepte volontiers de l'aider. Oui. Et à ce moment-là, on est dans une vraie coopération où il me dit ce qu'il sait et ce qui pose problème, et moi j'essaye d'agir en conséquence. C'est-à-dire qu'on peut aider sans être expert. Voilà. Oui. Donc la contradiction, je reformule, la contradiction que l'autre nous apporte permet de nous aider nous. C'est ça? D'accord. Ce que me disait l'autre jour un copain, il a son fils qui est en classe prépa, et l'autre jour il est allé le voir en lui disant: est-ce que tu peux m'aider sur les maths? Il était bien embêté, et en fait il m'a dit qu'il avait pu l'aider justement par l'accompagnement de ce travail de reformulation. En tout cas, c'est ce que lui avait envoyé son fils. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Donc c'est clair pour tout le monde? On peut passer à la suite? Vous voyez bien la distinction entre ces quatre notions? C'est bon? Ah. Non, ce sont des termes qui sont fréquemment utilisés, mais c'est un peu technique en fait la distinction qu'on peut y faire. Je vais vous présenter ce sur quoi on est arrivé nous à se mettre d'accord. On était 5. C'est avec les personnes, c'est à partir des travaux et avec les personnes qui travaillent sur ces histoires-là depuis bien plus longtemps que moi. Alain Marchive, Alain Baudry, Jackie Caillé, voilà. Donc voilà ce sur quoi on s'est mis d'accord, je vous le présente. Après vous en ferez ce que vous voudrez, c'est pas un dogme. Disons que ça peut être utile après pour situer l'utilité des moments de la gère coopérative avec les élèves. Donc une situation d'aide, ça a été décrit, hein. Une situation d'aide, c'est une situation où un élève qui se reconnaît compétent accepte de répondre à une question qui est posée par un ou une de ses camarades. Voilà, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, la relation d'aide, c'est exactement ça. C'est très facile à comprendre parce que c'est une situation d'aide, donc il y a un rapport asymétrique, pas de problème là-dessus. Dans nos actions de recherche, lorsqu'on va s'asseoir dans les classes et qu'on regarde ce qui se passe, on est vierge de ne pas avoir rencontré de classe où il n'y a pas d'aide. L'aide, il y en a tout le temps.
Même quand le prof l'interdit, quand on est derrière, on les voit. Ça s'appelle de la triche, mais je peux vous garantir que c'est de l'aide. Donc de l'aide, il y en a tout le temps. Il y en a même souvent beaucoup à l'initiative de l'enseignant. Le problème, c'est cette initiative-là. Parce que très souvent, quand on voit des enseignants organiser des situations d'aide, ça va à l'encontre d'un principe de base en matière de pédagogie, qui est l'entretien du sentiment de compétence. Et la personne, le collègue qui a le mieux expliqué ce phénomène-là, c'est Alain Lurie, qui malheureusement est décédé cet été, mais qui expliquait que l'aide, que ce soit apportée par un camarade ou par un adulte, c'est quelque chose de très sensible. Alors, je vous décris une situation standard. Un enseignant propose une activité à ses élèves. Il leur donne un exercice à réaliser avec une consigne. Très bien. Les élèves se mettent au boulot. Très bien. Ce qui se passe immanquablement, c'est qu'il y a des élèves qui sont plus rapides et plus performants que d'autres. Et à ce moment-là, en tout cas c'est ce qui nous explique à l'entretien après, on observe beaucoup d'enseignants qui demandent aux élèves, ce dont vous parliez tout à l'heure, les plus performants, de se déplacer auprès des élèves identifiés comme étant les moins performants. Cette situation-là, donc, elle est terrible. Alors, elle est problématique pour celui qui va apporter l'aide. Parce que c'est pas dit qu'il soit dans une posture pour aller filer un coup de main à un copain qui nous dit qu'il n'a pas choisi. Et avec qui, peut-être, il y a des frictions, des problèmes de relations, des conflits de personne à personne. Donc là, il peut y avoir déjà un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. Alors vous allez dire, oui, mais quand on est un professionnel, on ne choisit pas ses collègues, donc c'est important de savoir s'adapter. Oui, sauf que l'élève le plus performant, lui, il n'est pas forcément dans la posture, pour lui, ce n'est pas forcément obligé. Il y a des élèves, comme on a eu un entretien, quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu penses du fait que tes profs t'autorisent à coopérer, ils répondent, moi ça me saoule, parce que j'ai mon travail à faire, et je perds du temps quand je vais aider les autres. Donc si ça tombe sur ces élèves-là que d'aller aider d'autres, on observe les mêmes phénomènes que si on prend un kidam sur la place d'une grande ville et qu'on le met dans une classe face à 30 élèves. Il y a des probabilités pour que ça se passe très bien, il y a aussi des probabilités pour que ça se passe très bien. Parce qu'enseigner, ça part aussi d'une volonté particulière. Et c'est pareil pour les élèves. L'autre phénomène, donc c'est problématique d'un point de vue relationnel pour celui qui va apporter l'aide. C'est terrible pour celui qui reçoit l'aide. Parce que si on prend un peu de distance par rapport à ce qui se passe, ce qu'organise l'enseignant en demandant à un élève d'aller aider un autre dans la classe, c'est rien d'autre qu'une situation de vindicte et de stigmatisation. C'est-à-dire qu'on demande, qu'on impose à un élève qui n'a pas manifesté le besoin, qu'un copain vienne le voir devant tout le monde, vienne s'asseoir à côté de lui et lui dise je vais t'aider. Certainement que ça va l'aider à un peu mieux comprendre la consigne. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Là où il y a un problème, c'est que certainement que ça va altérer son sentiment de compétence. Et certainement que, au fur et à mesure que ces situations se répètent, ce type d'élève-là développe au bout d'un moment cette fameuse impuissance apprise dont parlait Martin Seligman. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo virale là qu'on voit sur les réseaux sociaux, où une prof de l'équivalent d'un IUT aux États-Unis enseigne en 5 minutes à ses élèves de 18-19 ans en face à ne plus avoir confiance en eux. C'est-à-dire c'est très facile quand on est prof d'enseigner à des élèves qui sont nuls. En revanche, c'est très long et très complexe d'entretenir chez eux un sentiment de compétence. Et le problème, c'est qu'en organisant l'aide sans s'appuyer sur l'expression du besoin ressenti par celui qui est à la base de cette demande, on développe le sentiment de compétence sans s'en rendre compte. Donc en fait, on n'a pas le choix avec l'aide. L'aide ne peut intervenir pédagogiquement que si
elle est à l'initiative de celui qui en ressent le besoin. Parce que si on va trop vite et si on devance son besoin, il y a ce risque psychosocial et psychoaffectif. Une deuxième notion, c'est l'entraide. Alors l'entraide, c'est l'adage qui relie l'entraide, c'est l'union fait la force. Donc une situation d'entraide, c'est lorsque des élèves, 2, 3 ou plusieurs, décident, comme stratégie de travail, de s'associer parce qu'individuellement, il n'y en a pas un qui a été capable de résoudre le problème qui a été apporté. Ils se sont donnés. J'y arrive pas, mon copain n'y arrive pas, ma copine n'y arrive pas. En s'associant, peut-être que, en croisant ce qu'on a fait, on sera plus fort. Voilà la force de l'entraide. C'est une stratégie à l'initiative des élèves. Et encore faut-il que les enseignants libèrent un certain nombre d'espaces de liberté pour que les élèves puissent justement utiliser ce type de stratégie. Et ça reste une stratégie à l'initiative des élèves pour essayer de voir s'il y a plusieurs en étant plus fort. Alors c'est Jean-Pierre Lepré qui a bossé sur ça. C'est un ancien inspecteur premier degré et qui a étudié en fait ces phénomènes d'entraide avec des exercices de tir à la corde. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en classe. Il a constitué des groupes d'ados, il les a mis par 5 et il leur a fait tirer une corde qui était reliée à une poulie de manière à ce que lui puisse mesurer la masse que chaque équipe arrivait à soulever. Donc dans un premier temps, il avait une dizaine d'équipes et il les avait tirées. Il a noté. Et la deuxième partie de sa petite expérience, ça a été de demander la même chose, mais individuellement. De demander individuellement aux jeunes de tirer la corde. Et à chaque fois, il a noté. Quand il a fait l'analyse de ce qu'il avait réalisé, il y a deux conclusions qui sont apparues. La première, elle est évidente, la deuxième, elle est étonnante. La première, c'était, il a pu mettre en évidence qu'à chaque fois, la masse qui avait été soulevée par les groupes de 5 était plus importante que la masse la plus importante soulevée par le plus fort de chaque groupe. Ça va? Bon, c'est évident. Là où c'est très étonnant, c'est que lorsqu'il a fait la somme pour chaque équipe de ceux qui avaient été soulevés individuellement, ça a toujours été supérieur à ce qui a été soulevé par l'équipe. Ce qui veut dire que l'union fait la force, oui, mais avec ce prétexte et cet argument, certains se cachent derrière la force des autres. C'est pas valable que pour des jeunes. C'est valable aussi dans le travail d'équipe, dans le adulte. Donc l'entraide, c'est extrêmement performant comme modalité pédagogique. En revanche, ça ne résout pas tout. Il y a des élèves qui attendent que d'autres produisent. Et ça, c'est très problématique pour nous, enseignants, qui voulons faire en sorte justement que tous les élèves profitent. Mais si certains développent pour stratégie de se cacher derrière la performance des copains, on a tout perdu. Le tutorat, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Le tutorat, c'est une situation où un élève qui est reconnu compétent pour aider accepte de répondre à une question qui est posée par un ou une de ses camarades, jusqu'à ce que ce ou cette camarade devienne autonome, ou jusqu'à ce que l'enseignant intervienne parce qu'il y a des problèmes de conflit ou de trop grande proximité entre les gens. Le tutorat n'est pas possible. La différence entre de l'aide et du tutorat, c'est que dans le tutorat, il y a une expertise dans la façon d'aider qui est reconnue. Dans l'aide, tout le monde peut être potentiellement un aidant. Alors que dans une classe, être tuteur, c'est un statut qui s'obtient. Oui. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'expertise du tuteur, elle est dans ce que les Québécois appellent l'enseignement par les pairs. C'est-à-dire la capacité à pouvoir répondre aux questions que se posent les copains. Pour deux raisons.
La première, c'est que tous les enseignants, que ce soit premier ou second degré, qui ont essayé de créer du tutorat par discipline, en fait, ont fabriqué d'incroyables usines à gaz dans les classes. Parce que, allez, je prends en mathématiques. On va dire, je vais avoir un tuteur géométrie, un tuteur nombre et calcul, un tuteur grandeur et mesure. Bon. Mais quand on regarde en géométrie, un tuteur géométrie, ça ne veut rien dire. Personne n'est omniscient en géométrie. Donc les profs qui ont fait ça vont dire, ah oui, effectivement. Donc, ils ont commencé à créer des catégories. Mais même quand on crée des catégories, on s'aperçoit que ça n'est pas encore assez fin. Et donc la conséquence de cette logique, c'est le behaviorisme. C'est la pédagogie par objectif. C'est ce que Philippe Berruet appelle l'atomisation du savoir. Et on n'est plus du tout dans cette logique-là, parce que si les savoirs sont atomisés, il n'y a plus de sens entre les éléments de savoir. On perd ce sens-là. Donc le premier problème, il est là. Il ne peut pas y avoir de tuteur en discipline parce qu'il y a ce risque d'atomisation. Le deuxième problème qui est encore plus grave, là il faut que je fasse un petit détour, c'est qu'on s'est aperçu, en fait il y a eu plusieurs types de recherches sur ce qu'on appelle les effets du tutorat sur les apprentissages. C'est-à-dire lorsqu'on organise du tutorat dans une classe, qui apprend quoi? Qui apprend quoi? Alors, mon collègue Jackie Caillé, il a beaucoup travaillé à la suite des travaux de première, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, sur ce qu'apprend un tuteur. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'apprend le tuteur. Alors, en fait, on ne peut pas dire que c'est le tuteur qui apprend le plus. C'est pas si simple que ça. Le tutoré, lui, il n'apprend pas réellement, mais c'est extrêmement efficace pour lui, pour une raison précise. Cette raison, souvent, elle est symbolisée par des réponses que les élèves me font quand je leur dis « Mais pourquoi tu ne demandes pas au prof ?» Réponse de l'élève, alors attention, ça ne va pas aller valoriser la fonction du prof. Réponse de beaucoup d'élèves, c'est « Je ne demande pas au prof parce que quand je l'ai fait, il m'a dit que tu avais qu'à écouter. » Mais à la limite, je vais dire, le prof a eu raison de lui dire que tu avais qu'à écouter parce qu'il n'a pas écouté. Le problème, c'est qu'en disant ça, ça ne résout pas le problème. Parce que le jeune qui n'a pas écouté, qui s'entend dire que tu avais qu'à écouter, il retourne à sa place, il s'assoit, il fait quoi? Et il attend. Pendant que son copain à côté, qui lui a écouté ou même a compris sans avoir écouté, trace sa route. Donc, en fait, l'organisation du tutorat dans une classe, pour ceux qui obtiennent l'information, elle est extrêmement pertinente parce qu'ils ont en face d'eux un super prof. Alors, j'appelle ça un super prof, c'est un peu comme un comics américain, hein, si vous voulez, ou un X-Men, c'est un X-prof, si vous voulez. Et il a le gène de l'ubiquité. C'est-à-dire qu'en organisant le tutorat dans la classe, il se donne la possibilité de se démultiplier en différentes personnalités dans la classe pour pouvoir répondre aux micro-questions que se posent les élèves. Et lorsque je suis face à une consigne et que je rencontre quelque chose qui crée un obstacle rédhibitoire, c'est tellement rédhibitoire que si je n'obtiens pas un petit coup de pouce, je suis bloqué. Et si on ne m'aide pas, je vais être dans de l'inactivité cognitive. Je ne vais rien apprendre. L'avantage de ces situations tutorielles, c'est qu'elles donnent la possibilité à ces élèves d'attendre beaucoup moins longtemps, d'obtenir une information qui va leur permettre de poursuivre leur activité cognitive. Le gros avantage, il est là. On dit souvent que les élèves français sont les élèves qui s'ennuient le plus au monde. Avec les structures de coopération, on apporte une réponse très précise à ça. C'est-à-dire que l'élève qui choisit d'être en inactivité, on peut aller le voir en lui disant « Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tu es autorisé à demander à ce que quelqu'un dans la classe vienne essayer de répondre à la question qui te bloque en ce moment. » Donc ça, c'est du côté
de celui qui reçoit l'information. En plus, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour le tutoré, on s'est aperçu que on dispose d'une structure pédagogique qui permet aux enseignants d'éviter d'enseigner l'assistanat. L'assistanat, c'est cette posture qui est la gangrène de la pédagogie dans beaucoup d'écoles en France, où des élèves, ou des étudiants arrivent, ils sont sympas comme tout, ils disent bonjour, ils s'assoient, ils attendent. Et ils attendent quoi? En fait, ils attendent que le prof travaille. Mais dans une salle de classe, ça ne devrait pas être le prof qui travaille. Ça devrait être les élèves qui travaillent, parce que c'est eux qui ont l'activité la plus difficile à faire. C'est-à-dire à reconfigurer des représentations et à la reconfigurer par rapport aux éléments de savoir qu'on leur met sous le nez. Et si les élèves développent des stratégies de s'asseoir, d'attendre, je le vois à la fac pour les étudiants de première et deuxième année, mais il y en a certains, il faut plusieurs années avant qu'ils comprennent que venir s'asseoir, sortir son ordinateur, certains font du Facebook ou autre, pour faire semblant d'être en cours et se donner bonne conscience, mais c'est contre-productif, on n'est pas là pour ça en fait. Même s'ils sont très sympas, ils dérangent personne, ils donnent l'impression, quand on regarde, ils font ouais, c'est super intéressant ce que vous racontez. Mais en fait, il y a un problème là, alors c'est un mot bizarre, il y a un problème de contradidactique, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris pourquoi il est là. C'est comme, ça je le dis souvent à ma fille, quand elle revient en tant que prof, enfin, vous savez quelle est la question que les profs demandent à leurs enfants lorsqu'ils sortent de l'école, ils leur demandent qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pas est-ce que tu as été sage, c'est qu'est-ce que tu as appris. Bien sûr, qu'est-ce que tu as appris. Et quand elle me dit rien, alors je dis régulièrement, je sors de l'histoire, je dis bon écoute, on va aller au supermarché, je vais te donner un caddie, on va aller faire les courses, et puis on va ressortir sans rien. Le caddie vide. Mais si tu vas au collège, si tu vas au collège et que tu reviens avec aucun apprentissage, c'est comme si tu allais faire des courses et que tu ressors avec le caddie ou le panier vide. Il y a un leurre en fait. Donc l'avantage de l'organisation du tutorat dans la classe pour le tutoré, c'est que ça leur permet de lutter contre ces habitudes très confortables d'attendre que ce soit le prof qui bosse. Je dois bosser et si je n'y arrive pas, je peux être aidé. Et l'avantage aussi, c'est que lorsque je suis aidé, j'obtiens des informations qui correspondent à des questions que je me pose. J'obtiens des informations à des questions que je me pose. Là où, traditionnellement à l'école, on obtient des réponses à des questions qu'on ne se pose pas du tout. Parce que le copain tuteur, qui voit venir un de ses camarades qui lui dit ouais, tu peux m'aider sur la règle de l'identité remarquable? Et puis il lui dit mais pourquoi tu te poses cette question? Si son copain lui répond je vois. Si vous voulez, le caractère authentique de cette situation va faire comprendre toute l'incongruité de ce type de positionnement chez les hommes. Quand je garde un entretien, quand je dis aux élèves, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, une des questions du guide d'entretien, c'est mais pourquoi, quand il y a des tuteurs dans ta classe, pourquoi tu ne vas pas les voir avec ton cahier, avec ta feuille de classeur, et tu leur demandes de faire l'exercice à ta place. Et je rajoute bien scénarisé, je dis t'en fais pas, le prof n'est pas là, je te donne l'astuce, ça marche super bien. Le prof il ne voit pas et tu auras la bonne note, la bonne couleur. Je suis à jeune dans les classes où la coopération est quelque chose d'installé, d'avoir rencontré un élève qui me dit oh, oui, ça alors j'ai jamais pensé. Parce que systématiquement la réponse elle est je fais pas ça parce que c'est stupide. C'est stupide parce que ce que je fais là en pouvant aller rencontrer un copain, c'est pour devenir meilleur par rapport aux évaluations qui vont tomber par la suite. Et si c'est le copain qui fait à ma place, je crois qu'il y a un jeune qui le dit tout à l'heure, mais c'est lui qui va apprendre, et puis moi j'apprendrai rien. Alors, c'est sûr que les élèves n'ont pas compris juste du premier coup.
Mais c'est peut-être qu'il y en a certains qui ont essayé, ils se sont aperçus que c'était stupide effectivement, et donc, hop, on va se trouver là. Un autre type de réponse aussi qui me semble très... c'est moins fréquent, mais ça me semble très qualitaire comme réponse, c'est les élèves qui disent moi je ne vais pas tricher, parce que lorsque le prof m'autorise à aller travailler avec d'autres, il me fait confiance. Alors ça, je trouve ça m'arrive de faire écouter les entretiens aux enseignants qui m'accueillent, et quand il y a des élèves qui disent ça, je le fais écouter au prof à chaque fois, parce que, allez, 3 fois sur 4, ça fait pleurer les profs. Ça fait pleurer les profs de se rendre compte que, et oui, malgré toutes les difficultés, malgré le fait que ce ne soit pas miraculeux ce qui se passe dans leur classe, ils arrivent à construire quelque chose qui correspond à la raison première pour laquelle ils ont choisi ce métier. Et la raison première pour laquelle on choisit le métier de prof, c'est la relation avec les jeunes. Et si cette relation n'est pas de qualité, au bout d'un moment, on devient un prof aigri. Et un des avantages des situations d'autonomie qui sont permises par la coopération, c'est que les élèves se rendent compte que pour apprendre, ce n'est pas que l'histoire du prof, c'est aussi notre histoire et c'est l'histoire de mon copain. Et ça n'a pas de prix en fait. Ça ne résout pas tout, ça ne résout pas notamment celui dont je vous parlais tout à l'heure, le bruit dans la classe par exemple. Mais au niveau de la relation prof-élève et de la posture professionnelle, ça développe quand même un plaisir et chez les élèves qui apprécient la relation avec le prof, qui ne fait rien d'extraordinaire au final, il fait travailler les élèves. Et chez le prof qui se dit, ben voilà pourquoi le matin je viens, même si je préfère être en vacances, ça c'est quand même assez intéressant. Alors, il y a une immense précaution par rapport à ce que vous soulignez, et ça me permet de basculer sur la deuxième partie, qui ne sont pas mes travaux, c'est-à-dire les effets du tutorat sur le tuteur. Sur le tuteur. Alors effectivement, ça avec une vingtaine d'années, ces travaux-là, l'élève qui profite le plus de la situation tutorielle en termes d'activité cognitive, c'est le tuteur. Parce que c'est celui qui est le plus en activité intellectuelle. De la même façon, dans ce moment, celui qui apprend le plus, c'est moi. Alors que je ne suis pas venu pour ça, mais c'est comme ça. Parce que, ne serait-ce que parce que je suis celui que vous laissez le plus parler, je suis en même temps celui qui a l'activité intellectuelle la plus intense, parce que le fait d'accéder au langage demande bien plus de mobilisation corticale que le simple fait d'écouter. Alors je ne sais pas si vous voyez le problème à ça, c'est que si on confond le statut de tuteur avec le statut d'expert, on crée une classe où, à la fin, les élèves qui profitent le plus de la situation, ce sont les experts. Il y a 15 jours, des enseignants de collège, là, je vais faire un point d'étape, c'est en première année, et puis ils me disent, je ne comprends pas, la coopération c'est super, tout ça, mais dans les évaluations, les élèves qui progressent, c'est les meilleurs. Et les élèves en difficulté, ils sont contents, ils sont sages, oui, ils semblent prendre plaisir, mais alors, ça n'avance pas. Et je leur dis, qui sont les tuteurs dans votre classe? Et ils me répondent, ceux qui ont réussi les évaluations. Donc en fait, on n'a pas le choix. Lorsqu'on organise le tutorat, si on veut que le tutorat prenne des effets démocratisés, le tutorat, on le propose soit à tous les élèves, soit à personne. Parce que si on le propose qu'aux experts, on crée un système de classe qui est innovant, les cardis vont être enchantés, il y a de la coopération, mais au final, c'est un système élitiste. La plupart du temps, quand on observe du tutorat, ce n'est pas dans des projets de classe coopérative. La plupart du temps, ce sont des profs isolés dans leur collège, ou des équipes disciplinaires dans le collège qui mettent en place des formes coopératives. Rares sont les équipes qui créent des classes coopératives où il y a de la coopération, quelle que soit la discipline. Ça existe, mais ça arrive. En fait, le statut de tuteur, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Il y a un statut de tuteur, et il n'y a pas de déclinaison. Soit on est tuteur, soit on ne l'a pas.
Ce qu'on peut créer avec des déclinaisons, c'est le statut de personne ressource. Mais ça, c'est autre chose. Et ça regarde chaque prof disciplinaire. Mais le statut de tuteur, on l'a ou on ne l'a pas. Si on est tout seul avec ses élèves, on crée ce statut dans la classe, je vous expliquerai comment, et puis c'est valable que pour ses cours. Si on est dans un système de projet partagé avec des collègues d'autres disciplines, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué dans le texte de la réforme, là, dans le chapitre, on n'en parle pas beaucoup, mais de l'accompagnement personnalisé. Il y a marqué formation des élèves à la coopération. C'est marqué noir sur blanc dessus. On peut profiter de ces heures pour former les élèves, et ceux qui ont le statut de tuteur, quelle que soit la discipline, quand le prof dit les tuteurs, vous pouvez rentrer à l'activité, top, c'est parti. Et soit ils sont tuteurs, soit ils ne le sont pas. C'est marqué sur Pronote, c'est marqué sur le cahier de texte, c'est marqué où vous voulez. Et voilà. Et ceux qui veulent le devenir plus tard, ils peuvent le passer. Ceux qui ne le sont pas, mais de toute façon, ils peuvent aider, ils n'ont pas le statut de tuteur. Sur le tutorat en particulier, on s'est aperçu, on essaye de formaliser un petit peu ce qu'on observe, on s'est aperçu qu'un élève tuteur en maternelle, ça n'a pas trop de sens. Je ne sais pas s'il y a des profs d'école de maternelle, là, il y en a. Voilà. Je fais partie de ceux qui... Alors je pensais avant de manière très dictatoriale dans le tutorat maternel, et puis un jour, une collègue du petit village du Chastel-Nouvelle en Lozère me dit viens dans ma classe. Alors j'y vais, tout content. Je ne savais pas pourquoi elle voulait que je rentre dans sa classe. Et puis quand j'arrive, je me présente, et puis les enfants se présentent aussi, il y en a un qui me dit bonjour, je m'appelle Julien et je suis tuteur fermeture et père. Et puis il y a une autre petite fille qui me dit je m'appelle Julie, moi je suis tutrice collation. Et puis ils font tous un chapelet de la maîtresse elle a le sourire jusqu'aux oreilles, parce que dans sa classe il y avait du tutorat. Et effectivement, et c'était très pertinent. C'était du tutorat fonction. C'était relatif à des compétences identifiées qui rendent des services à la classe, avec la classe. Le tutorat tel qu'on en parle là maintenant, il me semble que c'est à partir du cycle 2, et puis jusqu'à... Après, il n'y a pas d'âge. À l'université, on met en place du tutorat aussi, qui n'est pas la même chose que le tutorat dans la réforme du lycée. Là, ce sont des adultes qui proposent l'accompagnement des élèves. Là, on est bien dans du tutorat entre pairs. Donc, on est arrivé à identifier 4 conditions qui permettent de déterminer ce qu'on entend par statut de tuteur. La première condition, c'est que les élèves aient reçu une formation. Alors, c'est quoi cette formation? C'est tout simplement un moment où les adultes, le prof de la classe, expliquent aux élèves ce qu'ils entendent par tuto. Alors, je peux avancer dans mon truc pour vous montrer. Hop là. Ça arrive rarement, mais ça arrive là. Le temps que ça redémarre. Donc la première condition, c'est avoir suivi une formation. La deuxième condition, c'est être volontaire. On ne peut pas forcer un élève qui ne le veut pas à aider ses camarades. La troisième condition, c'est avoir réussi l'évaluation. Oui, j'essaie de le faire sur le jeu. La troisième, c'est avoir réussi une évaluation. Alors, pas une évaluation sur les compétences disciplinaires, mais une évaluation sur le contenu de la formation. Pourquoi il y a cette évaluation sur le contenu de la formation? C'est qu'une fois que le tutorat est mis en place dans une classe, on a tout intérêt, nous, en tant qu'enseignants, à ne pas être derrière les élèves, à écouter pour voir s'ils font bien ce qu'on attend d'eux. Et donc, pour les laisser un peu en situation d'autonomie effectuer ces formes tutorielles, on s'assure que le minimum que nous on attend en tant que responsable de la classe, il soit compris par les élèves, et on leur donne le statut de tuteur. Donc, première condition, avoir suivi une formation. Deuxième, être volontaire. Troisième, avoir réussi une évaluation. À votre avis, quelle est la quatrième?
Bah si, oui, mais c'est pas une condition, ça. Non, ça vous dit rien? En fait, on n'est pas naïf quand on est prof. Parce qu'il y a des petits malins qui suivent la formation, parce que de toute façon, la formation, c'est pour tous les élèves. Dans les établissements où il y a de la coopération sur tout un niveau, sur toutes les classes, c'est un collectif, par exemple, de profs et de personnel de vie scolaire, qui va dans les classes sur les heures de vie de classe et qui forme les élèves. Tous sont formés. Donc tous les élèves sont formés. La deuxième condition, c'est être volontaire. Celui qui a besoin d'un peu de valorisation parce qu'il a des besoins narcissiques forts, il va dire oui, moi ça m'intéresse. Celui qui est un peu malin, il va répondre, je pense vous montrer, aux questions de l'évaluation. Donc il peut y avoir des élèves qui ont le statut de tuteur alors qu'ils n'en ont pas compris l'esprit. Donc la quatrième condition, c'est de ne pas avoir perdu son statut de tuteur. Parce qu'il y a des élèves qui l'obtiennent, ce statut, ils n'ont pas triché, ils l'ont vraiment obtenu, mais qui se servent de cette fonction-là pour asservir un certain nombre de leurs camarades. Ou, si ce n'est pas pour les asservir, sans faire exprès, de dire à des élèves à côté de qui ils sont, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas, mais c'est simple pourtant. Et ça tue. Ça tue. C'est comme quand on est prof, on sort d'une heure avec des élèves où ça a été terrible, on a tenu la barre comme ça contre tous les vents, toutes les forces qui pouvaient exister, on va en salle des profs, on voit un collègue de la même classe, on dit purée, aujourd'hui, les 4e 5, c'était terrible. Et puis là, il se tourne vers nous, il dit ah, c'est bizarre, avec moi, j'ai pas de problème. Et alors là, paf, on prend ça, et puis on avait compris qu'en salle des profs, on y va pour prendre le café, mais certainement pas pour parler de nos difficultés professionnelles. Donc voilà les quatre conditions. Oui. Est-ce que tu dirais que ce statut de tuteur, ça peut être quelque chose pour lutter contre ce statut d'assisté? On parle des enfants assistés dès le très jeune âge, parce que je me souviens d'un enfant en fin de CP ou de CE1, auquel je demandais sais-tu lire? Il me répond non, je ne sais pas lire, mais c'est bien mon problème. Et je lui dis bon, et pourquoi? Il me dit parce que c'est de la faute de la maîtresse. Ma maman, elle m'a dit écoutera bien, tu seras très sage, bien la maîtresse, et tu vas apprendre à lire, je suis sage, j'écoute bien la maîtresse, et je ne sais pas lire. Et donc voilà, c'est ainsi ce statut-là, elle attend. Il faut lui apporter quelque chose. Et puis, je me dis, peut-être qu'on les retrouve à certains niveaux, à toujours attendre. Est-ce que le fait de passer par une formation de tuteur, et puis peut-être par ce rôle de tuteur, est-ce que ça ne peut pas permettre de sortir un peu de cette posture d'assisté? Alors, oui, ça permet de sortir de cette posture d'assisté, mais pas de manière directe. Ce qui permet de sortir de cette logique de manière directe, c'est le statut de tuteur. Voilà, le fait d'être autorisé à aller voir un copain si on n'a pas compris quelque chose. Ça, oui. Pour le tuteur, ça participe aussi, mais pour une autre raison, c'est Pierre Hébert Suffren qui l'explique 1000 fois mieux que moi, à travers ces pratiques de réseau d'échange de savoir. Et donc le principe de ces réseaux, c'est cette maxime, personne ne sait rien, personne ne sait tout, et le savoir appartient à tout le monde. C'est un peu la maxime des réseaux d'échange de savoir. Dans une classe où il y a du tutorat, en fait, il n'y a pas d'expert omniscient. C'est pas parce qu'on est tuteur qu'on est omniscient. Je ne sais pas si vous avez entendu dans un extrait là, que je vous ai fait écouter tout à l'heure, je pose une question à une des élèves. Est-ce que tu n'as pas honte de la demander de l'aide? Sa réponse c'est non, j'ai pas honte. Et je lui dis pourquoi ça se fait que tu n'as pas honte? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent avoir honte. Et sa réponse était de dire j'ai pas honte parce que tout le monde demande de l'aide. L'autre jour, je suis dans une classe de 6e, le prof il me demande de venir, il me dit j'ai un problème, j'ai mis en place le tutorat, tous les élèves étaient formés, il y avait des élèves avec le statut de tuteur.
tuteur, et lui, comme système de médiatisation de la coopération, il avait mis au tableau, il avait dit aux élèves, quand vous avez terminé votre travail et que vous êtes potentiellement disponible pour aider les élèves qui en ont besoin, vous allez mettre votre nom au tableau, et puis vous mettez une flèche, et comme ça, celui qui a besoin de vous, il ira s'écrire. Et les profs nous disent, il n'y en a aucun qui vont s'écrire. Il n'y en a aucun qui va s'écrire parce que là, ça faisait la honte d'aller s'écrire. Alors que c'était plutôt valorisant d'aller montrer qu'on était disponible pour les écrire. Donc voilà, ça crée cette posture-là parce que quand on est tuteur, on est aussi tutoré. Et donc pour le coup, ça renverse la posture de l'élève dans la classe. Et effectivement, on n'a plus des élèves qui sont en situation de passivité et d'attente que le savoir tombe divinement comme une vérité révélée. Donc, je vous montre quelques éléments sur cette fameuse formation. Alors tout ça, là, je vais vite parce que vous l'avez dans le Memento Coopération, le document qui est en téléchargement là, sur le site Climat scolaire. Normalement, tous les chefs d'établissement l'ont reçu et tous les chefs d'établissement l'ont fait passer à tous les profs. Donc, ça c'est la partie, le plan de formation pour celui qui se fait aider, pour le tutorer. Alors on voit par exemple que l'élément central, c'est la première idée là. C'est pour ça qu'on gagne facilement 4 à 5 mois à l'expliquer aux élèves ça. C'est-à-dire, tu as le droit de demander de l'aide, mais d'abord tu essaies. Alors pourquoi c'est important d'essayer alors que la facilité, ça serait d'avoir quelqu'un qui ferait le travail à notre place? C'est que si tu essayes, déjà tu peux y arriver, peut-être, et si tu n'y arrives pas, tu te dotes de quelque chose qui est essentiel pour pouvoir apprendre, c'est, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est une question. Et ça m'arrive assez souvent de voir des élèves, alors c'est très étonnant quand on n'est pas averti, hein, des élèves qui ont le statut de tuteur, il y a des copains ou des copines à eux qui viennent les voir, et puis 10 secondes après, ils leur disent non, tu retournes à ta place, je t'aime pas. Et en fait, ils n'aident pas parce que dans la formation, on leur a expliqué que si quelqu'un vient voir un tuteur et lui dit est-ce que tu peux m'aider, ou son corollaire, j'ai pas compris, la question n'est pas assez précise et tout ce qu'on va pouvoir apporter, ça n'aidera pas à apprendre. Donc c'est pour ça que voilà, dans la formation on insiste sur ça, et ça fait gagner 6 mois dans une année scolaire. Parce que les classes où il y a du tutorat mais où les élèves ne sont pas formés, au bout d'un moment ils s'en rendent compte que pour que ce soit efficace, il faut vraiment se poser la question. Mais pour qu'ils s'en rendent compte de manière naturelle, des fois ça arrive au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Et puis quelques mois après, alors c'est bien, ils ont compris ça, mais ils sont passés à côté de plusieurs mois où ils ont laissé le temps filer en fait. Pour celui qui aide, celui qui a la posture de tuteur, une première idée c'est celle-là, c'est d'abord il termine son travail, ou en tout cas il est sûr de le terminer. Pour une raison précise, c'est qu'il y a des profs qui se sont laissés avoir par ça, et qui ont vu des élèves ne pas faire le travail qu'ils leur avaient donné, et entendre dire par ces mêmes élèves, je ne l'ai pas fait parce que vous m'avez autorisé à aller aider les autres. Alors c'est bien beau d'aller aider les autres, mais ça ne dispense pas du travail qu'on a fait. Ce qui est le plus difficile pour les élèves, c'est ça. Ne pas se moquer, encourager et féliciter. Pour une raison précise, et là c'est pas que de la responsabilité de l'école, c'est souvent même de la responsabilité des familles, c'est que se tromper, souvent c'est assimilé à une faute, et pas du tout à une erreur. Et donc des élèves ont développé l'habitude de développer tout un tas de stratégies pour masquer le fait de s'être trompé. Quitte à contourner les situations de travail proposées. Ça c'est Serge Bobard qui l'explique très bien.
stratégies de contournement du savoir par les élèves. Et donc ces élèves-là, lorsqu'ils sont en situation d'accompagnement de leurs camarades, ils vont avoir énormément de difficultés à ne pas concevoir leur tâtonnement comme des erreurs. Et il y en a certains chez qui c'est trop difficile de ne pas arriver à leur dire que t'es nul en fait. Bon, ça se fait que tu n'y arrives pas. Donc ces élèves-là, c'est malheureux, mais ils ne peuvent pas avoir le statut de tuteur dans leur classe. Ce qui est le plus difficile pour les enseignants, c'est celle-ci. On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui a bien compris ce qu'on lui demande. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas compris. Et quand on n'a pas compris, on ne va pas inventer le savoir, et on va accompagner vers quelqu'un quelque chose qui sait. Alors ça, en fait, c'est devenu possible, en tout cas plus facile à intégrer chez les enseignants à partir d'un travail de recherche qu'on a fait il y a 2 ans. On a équipé pendant 6 mois des élèves tuteurs de classe de CE2, CM1, 5e et 3e. On a équipé 10 élèves pendant 6 mois de micro-cravates. Donc on était 70 sur cette recherche, des étudiants. On a pu enregistrer des heures, des dizaines, des centaines d'heures de situations tutorielles dans des classes élémentaires et des classes collège. Ensuite, on a retranscrit, et puis ça nous a permis de typologier l'activité d'un élève tuteur. Donc ça nous a permis de savoir, de pouvoir répondre à la question, qu'est-ce que fait un élève tuteur en situation tutorielle? La réponse, elle nous a étonnés parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'est aperçu que la palette était assez étendue. Il fait à peu près, il y a une vingtaine de catégories d'activités différentes. Mais il y a une activité qui occupe 70% des occurrences. À votre avis, c'est laquelle? Ce que fait presque 3 fois sur 4 un élève tuteur en situation tutorielle autonome. Essayez de comprendre. Ah non, mais voilà, ça. Non. Il y a certains le font, mais c'est des super tuteurs, ceux-là. Souvent on dit, ce qui est bien avec le tutorat, c'est que les élèves ils expliquent mieux que les profs. Alors là, on s'est aperçu, non, les élèves n'expliquent absolument pas mieux que les profs. C'est pas la petite formation d'1 heure ou 2 qui va compenser l'année ou les 2 années à l'esprit ou au mieux faire, je vous rassure. Quand on est prof, on explique 1000 fois mieux parce qu'on a plus de recul sur la maîtrise du savoir. Donc, certains élèves font ça, mais c'est pas ça qu'ils font en premier. Enfin, en premier, ils ne veulent pas. De manière prépondérante. Voilà, c'est ça, c'est le travail sur la consigne. C'est-à-dire que 7 fois sur 10, un élève tuteur, il ne va pas transmettre du savoir. Il va accompagner un de ses copains sur un détail de la consigne. Le dernier que j'ai pu observer sur ça, là, c'est au collège du Conquet, dans le Finistère, le plus à l'ouest de la France. Alors c'est super, hein, c'est un collège qui donne sur l'océan, qui se jette en détail, incroyable, super. Donc, bref, il y a des tuteurs. Et donc, à un moment donné, c'est une prof de maths qui leur donne une superbe situation de problème qu'elle avait extrait juste parce que j'étais venu de l'IREM. C'est l'expérience des pourtours. Bon, je ne vous montre pas, c'est un super truc pour travailler les écritures littérales en mathématiques, avec des X et des Y. Elle donne le truc aux élèves, elle leur demande, vous avez des questions, elle fait tout super bien. Et puis, celui à côté de qui j'étais, il bloque. Bon, je dis rien, je vais voir la stratégie qu'il va utiliser. Il bloque, au bout de 5 minutes, il va chercher non, il demande, donc vous avez des tétraèdes dans la classe, il demande à ce qu'un tuteur vienne. Il y en a un qui vient, et qui lui dit qu'est-ce que tu as, et il lui montre le mot pourtour. C'était évident pour la prof que les élèves savaient ce que c'était qu'un pourtour. En fait, dans la classe, là, c'était 4e. Ils étaient 25 ou 26, et il y en avait 17 qui ne savaient pas ce que c'était qu'un pourtour. Il y en avait 17 qui étaient bloqués. Et en fait, la prof, elle s'en est pas aperçue. C'est après, quand on a fait l'analyse, avec les élèves, j'ai pris la parole, j'ai dit qui est-ce qui ne savait pas ce que c'était qu'un pourtour?
Et donc, ils ont levé la main. La prof a dit, mais ça alors, j'avais pensé à vous expliquer, pourquoi vous ne l'avez pas demandé? La réponse, c'est parce que madame, toujours la même, quand on vous demande, vous répétez qu'il fallait écouter. Voilà. Donc elle est devenue un peu rouge, je crois, c'est comme ça. Et donc elle leur dit, mais comment vous avez su que c'était pour tour? Et réponse, c'est parce qu'il y en avait 3 dans la classe qui savaient ce que c'était, qui avaient le statut de tuteur, qui sont allés expliquer aux autres que le pour tour, en fait, c'est le tour. Vous voyez, c'est sur des détails comme ça, en fait, que la plupart du temps, des élèves qui ont le statut de tuteur interviennent. Donc, n'importe qui peut avoir le statut de tuteur parce qu'il suffit d'avoir compris, pas tout, mais des éléments de cet ordre-là pour arriver à débloquer les camarades. Alors, voilà des exemples d'évaluation, de support d'évaluation. Ça, c'est pour du cycle 2. Ça, c'est pour du cycle 3. Sur les QCM. Ça, c'est pour du collège. Dans le memento coopération, il y en a un aussi sur le lycée. On en a fait un aussi pour les lycées pro. Voilà. Alors, disons que dans l'aide, la force de l'aide, c'est qu'elle est à l'initiative des élèves. Donc elle est beaucoup plus informelle que le tutorat. En fait, c'est plus facile de demander de l'aide à son voisin qui est tuteur ou pas tuteur que de demander l'intervention d'un élève tuteur. Parce que tous les élèves ne sont malheureusement pas tuteurs dans une classe. Le problème de l'aide, c'est que nous, en tant que responsable de la classe, on ne sait pas ce qui va se passer en fait, puisqu'on ne sait pas qui va apporter l'aide. Et même dans les classes où la coopération est installée depuis longtemps, il y a encore des élèves qui font à la place d'autres. Ou, sans vouloir faire, là je reprends les travaux de Stéphane Baudry entre autres, qui confient à ceux qui vont aider des tâches subalternes. Par exemple, le dernier que j'ai vu, c'était en géographie, il devait reproduire avec un changement d'échelle un sentier de randonnée. Et donc le tuteur, celui qui aide, il a fait le truc, et il a dit à celui qui l'avait aidé, maintenant tu prends les couleurs et tu colories. Vous voyez? Donc dans de l'aide, on peut avoir ça dans du tutorat, c'est beaucoup moins fréquent. Donc l'avantage pour le prof d'installer du tutorat, outre que d'autoriser les élèves à s'aider, c'est que la nature de l'étayage par les élèves du tuteur sera pédagogiquement plus solide que par les seuls aidants. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque le prof propose aux élèves, pose la question fatidique après la formation, qui veut avoir le statut de tuteur, les élèves qui statistiquement lèvent de manière volontaire la main sont des élèves, ne sont pas forcément les bons élèves de la classe. Donc ce statut-là, parce qu'il est expliqué comme ça, il attire tous les élèves. Donc ceux qui seraient en situation de fragilité scolaire, j'explique comme ça, sont attirés par ça. Après, rien n'empêche un enseignant d'aller faire ce qu'on appelle de la cooptation. C'est-à-dire d'aller voir un élève en disant tiens, ça pourrait être chouette en fait ce que tu fais là. Et est-ce que tu ne voudrais pas avoir pour la prochaine session un statut de tuteur dans la classe? Ah oui, mais je ne veux pas y arriver. Mais si, tu peux y arriver. En fait, là, c'est pas ça le problème. Le problème le plus sensible dans l'organisation du tutorat, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de popularité. Il y a des tuteurs qui sont plus populaires que d'autres. Soit parce que ce sont des élèves qui sont swag. Vous ne connaissez pas, c'est un terme de sciences de l'éducation. Soit, en tout cas, ce sont des élèves qui sont populaires dans la classe, donc on va plus facilement les voir. Soit ce sont des élèves qui sont dégourdis, qui sont plus souvent disponibles. Et donc, du coup, il y a ce risque de voir certains élèves qui ne sont jamais sollicités par d'autres. Donc là, la stratégie, on est en train de la travailler avec l'équipe de profs, c'est d'essayer de s'auto-contraindre en tant que prof. Lorsqu'un élève vient nous voir, on va nous poser une question, parce que ça arrive, de dire est-ce que tu es allé voir un tel? Et d'identifier, d'orienter l'aide vers ces élèves-là. Parce que les élèves les plus populaires, le problème qu'ils ont dans la coopération, c'est qu'ils sont moins disponibles, puisqu'ils sont plus souvent sollicités. En fait, il faut attendre plus longtemps
pour aller voir le populaire que d'aller voir un autre. Voilà. Donc, on était au tutorat. Donc la coopération, c'est facile. La coopération, ça se définit comme une situation d'échange où des élèves ont la possibilité d'apprendre ou de produire en s'aidant ou en s'entraidant. Donc en fait, la coopération, le petit piège dans les 4 notions que je vous ai données, c'est que la coopération, ça a des statuts différents. Et c'est pour ça que la question que je vous ai posée tout à l'heure, elle était un peu tordue. Veuillez me l'excuser. Elle était tordue parce que de l'aide, c'est de la coopération. De l'entraide, c'est aussi de la coopération. Du tutorat, c'est de la coopération. La coopération, en fait, c'est rien du tout. Quand on dit dans laquelle je mets en place de la coopération, ça ne veut rien dire si on ne décrit pas la forme de coopération à laquelle on fait référence. Parce que l'aide, l'entraide et le tutorat sont 3 déclinaisons de la coopération. Après, on peut s'amuser sur la différence entre la coopération et la collaboration. La différence, elle est double. Ça vous intéresse ça? Ça, c'est pour faire les intéressants devant les inspecteurs. La différence entre la collaboration et la coopération, elle est double. Étymologiquement, il y a une différence. Collaborer, c'est pas la même chose que coopérer. Coopérer, c'est faire œuvre ensemble. Collaborer, c'est travailler ensemble. Sur la plage, c'est difficile de faire de la collaboration. Par contre, il peut y avoir plein de raisons de faire de la coopération. S'il n'y a pas cette dimension du travail, mais pas au sens physique des profs de physique. Je ne sais pas s'il y a des profs de physique ici, au sens utilisation d'énergie. C'est pas ça. La première distinction est là. La deuxième, c'est que dans de la collaboration, on est dans un rapport symétrique à la tâche. Alors, dans la coopération, pas forcément. Une situation tutorielle ne peut pas être considérée comme une situation collaborative. Bref, pour s'amuser ça. Si vous voulez en savoir plus sur ça, il faudrait que vous procuriez l'ouvrage de mon collègue là, qui s'appelle Jean-François Marcel, et qui, lui, il bosse pour l'enseignement agricole. Et il a proposé une distinction très claire entre coordination, collaboration et coopération. Il a écrit tout un ouvrage de recherche juste sur ces 3 notions. Voilà donc, on est dans ces logiques, c'est-à-dire que le tutorat, ça serait une forme coopérative formelle et asymétrique. L'aide, c'est à l'initiative des élèves, c'est toujours asymétrique. L'entraide, c'est symétrique, puisqu'il n'y en a aucun qui arrive, c'est pour ça qu'ils s'associent, et ça reste à l'initiative des élèves. Ça va? Je vais vite. Et donc, qu'est-ce qui serait formel et symétrique? Ah mais non, c'est pas un exercice à trous. Donc c'est pas la coopération c'est tout ça. Voilà, c'est ça, le travail de groupe. On n'en a pas parlé, mais c'est la 4e, le travail de groupe ou le travail en projet. C'est la même logique. Ce sont les 4e déclinaisons de la coopération entre elles. Parce que l'aide est à l'initiative des élèves. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux travaux d'Alain Velay, je ne sais pas qui, je ne vais pas qui a posé la question. C'est-à-dire que si l'aide est à l'initiative de l'adulte, on prend un risque majeur au niveau psycho-affectif. C'est la raison de la l'aide. Exactement. Parce qu'il y a le risque de développer un sentiment de dépendance dans la relation à l'autre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une carte conceptuelle de la coopération. On peut rajouter la collaboration, mais cette formalisation-là permet de la représenter.
Donc on a parlé rapidement de l'aide, du tutorat, de l'entraide. Je peux vous donner 2-3 éléments sur le travail de groupe. On s'est aperçu dans le travail de groupe. Alors le travail de groupe c'est plus connu en France parce que moi j'ai lu plein de rapports d'inspection où il y avait marqué doit faire travailler ses élèves en groupe. Plein de fois je l'ai vu marquer ça. Et j'ai croisé plein de profs qui disaient ben, je vais le faire. Ou qui disaient ben, je l'ai fait, je ne le fais plus. C'est ça, c'était la pagaille. Le travail de groupe, donc c'est à l'initiative de l'adulte. Et puis l'avantage du travail de groupe, c'est de faire en sorte que les groupes soient relativement homogènes, parce que si c'est trop hétérogène, il y en a certains, ça risque de se transformer en des petites classes, où certains font le travail à la place d'autres. Même dans des classes d'éducation prioritaire, c'est des phénomènes qu'on observe très souvent. Le travail de groupe, s'il n'est pas bétonné pédagogiquement, il y a 3 grosses dérives qui peuvent arriver. La première, c'est ça, c'est-à-dire que des élèves s'emparent de la tâche à faire et privent les autres. Ou confient aux autres des tâches subalternes. Et généralement, ceux qui s'emparent de la tâche cognitive à effectuer, ce sont les meilleurs élèves du groupe. C'est-à-dire ceux qui en auraient intrinsèquement le moins besoin. Donc là, on perd tout. Deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui arrêtent le travail de groupe parce que ça fait trop de bruit. Trop de bruit dans la classe. Et les élèves, ils sortent avec une tête comme une courge. Il faut savoir que quand on a fait les entretiens avec les élèves, on s'est aperçu que les élèves, eux, ils sortaient de la salle de cours avec une triple courge. Et ça leur fait encore plus mal qu'aux profs. Sauf qu'ils ne le disent pas pareil, ils ne disent pas autant. Ce que disent les élèves en plus, c'est l'expression d'un ressentiment vis-à-vis du prof. C'est-à-dire que les enseignants qui mettent en place du travail de groupe bruyant perdent en considération chez leurs élèves. Et j'entends des arguments du style « Ouais, j'aime pas ce prof parce qu'il ne sait pas tenir la classe ». Là où ces mêmes élèves disent « Moi, je préfère monsieur ou madame machin, parce qu'au moins dans sa classe, il n'y a pas de bruit. » Bah oui, il n'y a pas de bruit. Il interdit la coopération. Vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est le bruit. Et le troisième problème, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de secondarisation. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui n'ont pas compris que le travail de groupe, ce n'est qu'un moyen. Et qui pensent que le travail de groupe, c'est un objectif. Quand on leur pose la question « Pourquoi, à ton avis, le prof, la maîtresse, t'a fait travailler en groupe ?» Réponse « Pour apprendre à travailler avec les autres. » Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que dit le prof. Le prof lui dit « Je le fais travailler en groupe pour qu'il puisse réfléchir sur le problème que je leur ai donné. » Et qu'il se pose des questions, et qu'après il se tourne vers moi en me disant « Ben alors, c'est quoi la réponse ?» Et donc, si les élèves sont pas dans ce schéma-là de se dire « On travaille en groupe pour pouvoir, nous on dit dans notre région, pour pouvoir s'impliquer avec les autres. » Pour ne pas être d'accord, dire « Moi, mon argument, il est meilleur que le tien. » Si le travail de groupe ne sert pas à ça de manière très précise et univoque dans la tête des élèves, on passe à côté. Et il y a des élèves qui vont être à fond dans le travail de groupe, et quand l'essentiel va être repris par le prof pendant ce temps de synthèse, là, en terminale, ils ne vont plus écouter, ils ne seront plus là. Ce qui est terrible parce qu'on consacre avec 15 minutes de travail de groupe, 15 minutes, 20 minutes de synthèse, ça fait plus d'une demi-heure, ça ne sert à rien. Ça n'a servi à rien. Et dans ces classes où ça n'a servi à rien, ce qui est terrible, c'est que ça aurait été plus efficace de faire une leçon magistrale. Ça fait râler ça. Nous, quand on a fait les premières recherches, on avait des classes avec des profs, on leur avait demandé de faire une leçon magistrale, sans situation de problème, sans évaluation diagnostique, sans tout ça. Une autre où il y avait du travail de groupe foireux, comme celui que je viens de vous décrire. À la fin, les élèves qui ont le plus appris, c'était ceux de la leçon magistrale. Donc, pour le dire autrement, le travail de groupe, s'il n'est pas étayé d'un point de vue pédagogique, ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Je parle pour moi aussi à la fac, c'est pareil. On fait travailler des élèves, des étudiants sur des dossiers à 4,
si c'est pas blindé derrière pour faire en sorte au début que les étudiants sachent pourquoi on les fait travailler comme ça, et puis qu'ils travaillent à une répartition des tâches qui soit équitable au niveau de l'investissement intellectuel, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Donc on a mis en place, je vais vite, on a mis en place un protocole qui est issu d'observation de classe où il n'y avait pas beaucoup de bruit, où il n'y avait pas forcément beaucoup de dissymétrie, et où les élèves répondaient à la question pourquoi le prof fait travailler comme ça, c'est pour qu'on puisse se poser des questions. On a identifié ce protocole que je vous présente rapidement. Un travail sur la consigne. C'est pas perdre du temps que de consacrer 5 minutes à la consigne. Parce que lorsqu'on lâche les élèves en travail de groupe, s'il n'y en a aucun dans le groupe qui a compris la consigne, pendant 15 minutes, ils ne vont rien faire. Sur les étapes de travail, alors là c'est un peu paradoxal, mais on a trouvé une corrélation entre ce qu'on avait pu observer dans les classes et puis les travaux en sciences de l'éducation chez mon collègue André Giordan. C'est-à-dire qu'il explique que, avant de vouloir faire travailler les élèves en groupe, il est nécessaire de les faire travailler d'abord individuellement, sans interaction. Vous savez pourquoi? On n'a rien à échanger. Alors, on n'a rien à échanger, il y a une autre raison. On les engage tous individuellement, et en particulier ceux qui se sont jamais posé la question. Parce que les fils de profs, eux, ils se sont déjà posé la question. Mais il y a plein d'élèves, ils découvrent le truc au moment où le prof l'apporte. Et si on ne leur laisse pas ce temps-là, on appelle ça en didactique un temps de dévolution, c'est-à-dire d'appropriation du problème qui est apporté par le prof. Si on ne laisse pas ce temps-là à leur disposition, lorsque le travail de groupe, les interactions vont commencer, eux ils n'auront rien à dire parce qu'ils ne se sont jamais posé la question et ils vont monopoliser les échanges de ceux qui se la sont déjà posés. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc un temps de travail individuel, le travail de groupe, 10-15 minutes, les synthèses. On a vu dans des classes où le temps de synthèse était plus long que le temps de travail de groupe. La conséquence, c'est qu'on n'écoute rien. Si les élèves me disent on écoute quand c'est le représentant de mon groupe, je vais pourquoi t'écoutes, tu sais ce qu'il va dire, pour vérifier s'il ne dit pas n'importe quoi. Donc le temps de synthèse, en fait, il ne sert pas à grand chose. Ce qui sert, c'est lorsque l'enseignant met à jour les contradictions entre les productions, ça oui. C'est pour ça que 5 minutes maximum pour la synthèse, c'est parfait. Alors comment dans le protocole on est arrivé à accompagner les enseignants vers ça? 2 consignes. La première, c'est celui qui fait le rapport, il ne dépasse pas 1 minute, et puis il y a un chronomètre, on va s'habiller dans la classe, et au bout d'1 minute, tac, c'est fini, tant pis pour toi. La prochaine fois, tu feras gaffe. Et puis deuxième consigne, c'est qu'on n'a pas le droit de répéter ce qui a déjà été dit par un représentant précédent. Ce qui fait qu'il y a des représentants de groupe qui disent « nous, on n'a rien à dire ». Non pas parce qu'ils n'ont pas cherché, mais parce que ça a déjà été dit. Et en 5-6 minutes, c'est terminé. Et puis, ça c'est Michel Barlow qui explique bien ça. Il met même à disposition des outils dans son bouquin. Surtout en début d'année, de proposer aux élèves un rituel de 5 minutes d'auto-évaluation du travail de groupe. De manière à ce que les élèves se posent de manière rituelle cette question: est-ce que la façon dont on a travaillé aujourd'hui m'a été utile pour apprendre quelque chose? Voilà, de manière à ce qu'il y ait de l'autorégulation au sein du groupe ou au sein de la classe. Sur l'entretien du calme, bon, il n'y a pas le choix. On peut échanger, mais uniquement en chuchotant ou en murmurant. C'est sûr qu'avec les élèves, des fois, ça prend plusieurs semaines avant de développer cette habitude. J'ai un étudiant là qui s'intéresse à ça, juste à cette question, fait son mémoire là-dessus. Et puis, l'autre jour, il a un appareil qui mesure les décibels. Et puis, il a analysé ces données et il était un peu embêté parce qu'il me dit qu'il avait identifié ce qui faisait le plus de bruit dans une classe pendant les moments de travail de groupe. Ouais, c'est le prof. C'est le prof. Et puis la répartition d'un certain nombre de fonctions. Donc par exemple celle-ci, distributeur de parole, référent du temps, référent du calme. Le référent du calme, c'est celui vers qui l'enseignant
va se rendre si dans ce groupe-là, il y a trop de bruit. Est-ce que tu fais ton boulot? Le secrétaire qui n'a qu'une minute pour faire son compte rendu. Le référent de la consigne, c'est celui qui prend cette fonction parce qu'il pense qu'il a compris ce qu'il faut faire. Voilà, par exemple. On peut rajouter dans les cours en éducation musicale, en plastique, en physique-chimie, en SVT, là où il y a besoin de matériel, un responsable matériel, et qui va récupérer et ramener le matériel. Voilà, très important. Je vous pose une question. Je suis allé dans une classe où les élèves ils avaient des fonctions comme ça, ils avaient des badges. Ils s'étaient répartis des badges qu'ils avaient mis sur leur torse, et tous ils avaient un deuxième badge, tous les élèves. Et sur ce deuxième badge, il était marqué à chaque fois participant. Est-ce que vous savez pourquoi, dans cette classe, la prof a mis 2 badges, et surtout un deuxième où il est marqué à chaque fois participant? Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des élèves qui pensaient que distribuer la parole, c'était ce qui leur était demandé. Et donc ils ne se posaient pas la question dialectique, ils faisaient que super bien, mais distribuer la parole. C'est une forme de carence de secondarisation. Voilà. Bon, c'est 4 heures passées, je vous mets une rapide biblio. Je vous remercie. Vous avez été sages. L'essentiel est